Donc, bienvenue dans notre webinaire organisé par le Pôle Culture. C'est le premier de l'année 2021. Donc, toute la JCF vous souhaite une bonne année, nos meilleurs vœux. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qu'on estimait intéressant pour les membres de l'association, ou un sujet qui peut intéresser plus de monde, qui nous permettra, à partir de nos noms de famille, nos patronymes, retracer notre parcours migratoire familial, nos origines, et avec surtout une ouverture sur les générations futures. Super. Alors merci Céline. Du coup, bonjour à tous et bonne année également. Je partage l'écran alors? Je m'en occupe. Alors, que je me trompe pas. Ok. Donc aujourd'hui, pour présenter ce sujet, nous serons deux principalement. Donc Laetitia, ma coéquipière, et moi, Céline. Pour tout avouer, on n'a pas pour vocation pas forcément de vous apprendre plein de choses, c'est plus on se pose des questions et on aimerait beaucoup que vous participiez à notre discussion avec votre vécu, vos témoignages. Et le but serait, à partir de nos expériences, d'échanger et d'apprendre tous les uns des autres. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas fait une recherche poussée sur ce domaine-là et on n'a pas du tout l'intention d'être exhaustif dans cette recherche. Ce sont plus des observations à travers les personnes qu'on a rencontrées et nos parcours personnels aussi que nous allons du coup vous présenter. Très bien. Alors, oups. Ok. N'hésite pas à me dire quand tu veux que je lance la slide. Ouais, Je vais essayer de suivre ton rythme parce que du coup, j'arrive pas à voir l'écran. Enfin, si je mets l'écran, si je mets les vidéos, ça va cacher les slides. Et du coup, je te dis prochaine slide quand... Ouais, ça marche. Donc, premièrement, c'est juste une question d'observation autour de nous. En France, on a environ 66 millions d'habitants et on a, en termes de patronymes, différentes familles. On a donc 350 000 noms. Ça, c'est un généalogiste qui a fait ses recherches. Donc, si on calcule la moyenne, on a environ 188, donc un peu moins de 200 habitants par nom de famille. En parallèle, en Chine, on va être aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants. Et il s'avère que dans les noms de famille les plus couramment utilisés, on a environ 4700 noms au final. Ce qui voudrait dire qu'on a en moyenne 360 000 habitants par nom. Donc si on fait une comparaison, vraiment en France, 200, en Chine, 360 000 habitants par nom. Donc c'est un chiffre qui est assez marquant. Et en réalité, quand je dis qu'il y a 4700 noms de famille en Chine, c'est si on est exhaustif, mais en réalité, 85% des Chinois vont tous porter la même centaine de noms. C'est ce qu'on dit en chinois Lao Pai Xing, dont notamment les plus courants. On cite quelques exemples. Wang, où on a répertorié environ 93 millions d'habitants, des Li, où ils sont 92 millions, et des Zhang, 87 millions de personnes portent ce nom. Et au final, on se rend compte que c'est plus que toute la population française. Donc c'est à la base de cette observation qu'on voulait dérouler la présentation. Prochaine slide. Yes. Excuse-moi, Céline, j'ai peut-être pas suivi. Est-ce qu'on a expliqué comment va se dérouler exactement le webinaire? À quel moment est-ce qu'on pourra discuter tous ensemble? Le plan qui va sortir, je pense, après. Ah, après? D'accord. Ok. Très bien. Donc, Alors, je vais à suivre partir moi. de cette observation, on s'est dit qu'on allait se poser deux questions principales. Quelles sont les différences entre comment on considère les noms de famille français et les noms chinois, comment ils se construisent? Et deuxièmement, le nom chinois en français. Donc, je pense que la plupart des personnes ici sont françaises d'origine chinoise en France, et comment ils ont retranscrit leur nom de la traduction à la transcription et l'adaptation au
au pays d'accueil. Prochaine slide. Mhm. Et donc, c'est pour ça, on vous propose un petit plan de discussion où d'abord, on va vous présenter les multiples transcriptions des noms chinois, où en fait, on va penser que ceux-ci sont retranscrits littéralement, phonétiquement. Or, ce n'est pas forcément le cas. Ensuite, on va donner quelques exemples de noms de famille reliés au parcours migratoire. Comment, au final, à partir du nom de famille et de comment il est transcrit en français, on va pouvoir retracer sur différentes générations et la géographie du parcours familial. Et c'est à ce moment-là où on aimerait bien ouvrir la discussion aux membres, aux participants pour voir si vous avez déjà posé ces questions-là et si vous savez comment votre nom a évolué aussi pendant les différentes générations précédentes. Et enfin, on aimerait ouvrir sur aujourd'hui le fait qu'au final, beaucoup de Français d'origine asiatique ont des prénoms occidentaux. Et comment est-ce qu'on voit ça pour les générations futures? Si vous avez aussi déjà pensé, là aussi, on aimerait avoir votre avis, quel qu'il soit, sur et comment vous voudriez retranscrire vos origines dans vos noms, ou si ce n'est pas important. Enfin, tout est admis. Donc voilà. Donc pour commencer, prochaine slide. Super. Yes. Et Voilà. pour commencer, donc toutes les personnes d'origine asiatique et plus particulièrement chinoise que vous avez rencontrées ont un nom de famille qui est transcrit pour qu'en français, on le prononce d'une façon. Alors, moi, par exemple, mon nom de famille, c'est Tran. En français, ça s'écrit Tang, mais en réalité, on le prononce Trang. C'est un T aspiré, comme s'il y avait un petit R entre les deux. Et en fait, tout ça est à la base issu du caractère Trang qui va pouvoir être transcrit différemment en fonction de la prononciation dialectale et de l'origine de la personne. Et en fait, la différence fondamentale entre les noms chinois, comment on les transcrit en français, et les noms français, c'est qu'en français, on va écrire phonétiquement ce qu'on prononce, tandis qu'en chinois, à partir des idéogrammes que l'on a, on n'a pas une langue phonétique et ce qui est écrit n'est donc pas relié à la prononciation. Et c'est pour ça, c'est l'exemple qui est indiqué ici, que Wang, le nom de famille Wang, peut être retranscrit en Wang, W-A-N-G, Wang, W-O-N-G, Heng, H-E-N-G, et ainsi de suite. Slide suivante. Slide. Ouais. Et dans cette transcription des noms chinois, la première différence réside dans le lieu d'origine. Donc, en fonction d'où on habite en Chine, on va parler un dialecte différent. Le mandarin, qui est la langue officielle, c'est la transcription de l'idéogramme en pinyin, qui est la transcription officielle qui date des années 50, mais qui seulement depuis les années 80 est reconnue par la communauté internationale. Et ça veut dire que tous les noms de famille qui sont retranscrits sous la prononciation en mandarin correspondent à une migration plutôt récente depuis la Chine. Il y a aussi beaucoup d'autres dialectes, dont notamment en France, on voit une grande diaspora cantonaise et teochew, où on va retranscrire phonétiquement autrement. Donc, pas du tout le caractère selon la prononciation mandarine, mais plutôt selon la région dont vous venez. Donc ici, on voit sur le plan les différents dialectes parlés dans les différentes régions et du coup, on comprend mieux comment le même patronyme va être transcrit différemment. Mm. Ouais. Donc, pour donner un exemple de ça, on a introduit un petit tableau où on voit les sinogrammes Wang, Huang, Chen, Lin, Zhou, Zhou, Cai. Et en fait, on voit en mandarin comment on le retranscrirait, en teochew comment comment on les retranscrit. Donc, par exemple, Chen en Tan, ensuite en cantonais, où on change encore à Chan, et en sino-vietnamien, qui va être une transcription phonétique de la prononciation sino-vietnamienne du nom de famille Chen. Donc, on voit déjà dans ce petit tableau toutes les
orthographes différentes que peut prendre un même caractère chinois. Oui, donc selon deux facteurs principaux, à savoir la région d'origine en Chine, donc la zone dialectale d'où l'on vient, et deuxièmement, le pays d'exportation, entre guillemets. Par exemple, avec l'exemple du vietnamien que tu as donné, ou les autres pays d'Asie du Sud-Est, comme on va le voir tout de suite. Et c'est vrai que c'est amené aussi à changer selon le pays, parce que là, je remarque dans le tableau, bon, bah, c'est l'un de nos membres qui l'a fait, que pour le Teochew, il y a une transcription Heng. Et Heng, moi, je ne la connais pas, par exemple, pour le nom de famille Wang. Je connais une autre transcription, en fait, en Teochew. Donc, c'est vraiment très, très, très variable. Excuse-moi, c'était juste une petite intervention. Vas-y. Et prochaine slide, justement, ça parle des descendants chinois en Asie du Sud-Est qui ont migré. Donc là, je te laisse prendre la parole. Oui, tout à fait. Alors, comme tout le monde le sait, enfin j'imagine, il y a il y a une très, très grande diaspora chinoise en Asie du Sud-Est, hein, donc aussi bien en Asie du Sud-Est péninsulaire, donc ça inclut le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande essentiellement. Il y a même des Chinois en Birmanie aussi, il y a quand même une communauté assez importante, même si c'est un pays qu'on connaît moins. Et de l'autre côté, il y a aussi une très grande diaspora chinoise, assez ancienne, hein, du point de vue historique, ça date même de la dynastie Ming. Donc ça fait au moins, oui, c'est une diaspora ancienne, parfois de 400-500 ans, en Asie du Sud-Est insulaire, donc essentiellement dans l'actuelle Malaisie. Donc actuelle Malaisie, mais aussi en Indonésie, évidemment, et la communauté chinoise d'origine chinoise représente également la majorité de la population de Singapour. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà pour Oula, excusez-moi, j'admets Nathalie. Donc voilà pour la place de la diaspora chinoise dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et or, il se trouve que les Chinois donc, qui sont partis à des époques différentes avec leur nom de famille, ont été amenés à transcrire, voire à adapter leur nom de famille différemment selon les pays. Donc, comme je le disais, selon la région d'où ils viennent en Chine et selon les pays où ils sont arrivés. Alors, on peut donner quelques exemples, hein. Pour le cas du Vietnam, on a le plus souvent, si je ne me trompe pas, une transcription donc, à partir de la prononciation sino-vietnamienne du nom. C'est-à-dire que, bon, pour faire simple, il y a une assez grande influence culturelle de la Chine sur le Vietnam historiquement, et donc les Vietnamiens ont été amenés au cours des siècles à adopter un certain nombre de vocabulaires chinois, dont les noms. Donc ils ont eux-mêmes hérité de leur prononciation des mots chinois. En fait, ils avaient leur propre prononciation des mots chinois. Donc, c'était souvent des prononciations qui s'apparentent à la prononciation du cantonais, par exemple, parce que les Vietnamiens, la géographie l'explique, ont été très en contact avec les Chinois venant de la région de Canton. Donc voilà pourquoi, quand les Chinois qui sont partis s'installer au Vietnam ont suivi, pour transcrire leur nom, la prononciation que les Vietnamiens avaient de leur nom. Donc, on a un exemple très célèbre avec le nom de notre ancien président et actuel vice-président, Daniel Tran, donc, qui a ce nom Chen. Et ensuite, pour la Malaisie et Céline, tu es là? Oui. Pardon. Oui, je suis en train de me demander, est-ce que je ne fais pas trop d'explications là? Je suis désolée, je n'ai pas bien révisé le PowerPoint. Non. C'est bon là? Tu me dis hein, si je vais un peu trop loin. Pardon, je suis désolée. Et donc pour la Malaisie et Singapour, c'est un peu moins complexe parce qu'il s'agit généralement d'une transcription du nom selon la prononciation dialectale. Alors pour la Malaisie et Singapour,
c'est surtout des Chinois qui sont enfin, il y a une grande partie, on va dire, de Chinois originaires de la région du Fujian. Donc, dans le dialecte du Fujian, on dit Hokkien. Donc, ça va souvent suivre la transcription la prononciation des noms chinois dans ces dialectes-là. Après, il y a aussi une part importante de communauté Teochew en Malaisie et à Singapour. Et il y a également une communauté relativement importante de cantonais, de gens de la région de Canton qui parlent le dialecte cantonais. Après, pour le Cambodge, il y a encore un cas plus complexe parce que ça a connu en fait l'histoire des noms au Cambodge, l'histoire des noms chinois au Cambodge a connu plusieurs trajectoires assez complexes étant donné l'histoire récente de ce pays, mais on va y revenir d'ici quelques temps pour donner des exemples concrets. Et enfin, pour donner un dernier exemple, donc sans être trop exhaustif. Pour la Thaïlande et le Laos, en fait, on a une histoire des noms chinois assez différente des cas précédents, parce qu'en fait, il s'avère que les gouvernements thaïlandais et laotiens, à l'époque contemporaine, en fait, ont mené une politique on peut appeler ça une politique d'assimilation, qui donc exigeait de la part des personnes d'origine étrangère, et donc en grande partie les Chinois, d'adopter des noms locaux, donc d'adopter des noms thaïlandais et des noms laotiens. Voilà pourquoi, si vous avez des amis ou si vous êtes amené à rencontrer des personnes d'origine chinoise du Laos ou de la Thaïlande, leurs noms ne ressembleront pas du tout à des noms chinois. Même pas dans la prononciation dialectale, parce qu'en réalité, le sens, en fait, ils ont traduit le sens, la sémantique de leur nom en chinois en langue laotienne ou thaïlandaise. Et je parlais d'un petit exemple que j'avais avec Céline. Donc, j'ai un ami thaïlandais qui s'appelle Ma en chinois. Donc, pour ceux qui savent, Ma, c'est le caractère de cheval, donc ça veut dire cheval, et son nom en thaïlandais, parce que lui, c'est un sino-thaïlandais de deuxième ou troisième génération, je ne sais plus, donc son nom en thaïlandais, et le mot, en fait, qui signifie cheval en thaïlandais, en langue thaïlandaise. Donc là, vous voyez, on n'a pas du tout une traduction phonétique, mais on a une traduction sémantique, une traduction du sens. Et là, on a mis une petite note sur les noms d'outre-mer. On va également revenir sur des cas très précis un peu plus tard avec Estelle, parce que là, c'est encore une autre histoire, un autre parcours, donc une autre forme d'adaptation. Donc, comme on peut le voir comme on a pu le voir dans cette première partie, nos noms de famille sont témoins de notre histoire, de premièrement notre région d'origine, de quelle époque et surtout de s'il y a eu ou non une perte du nom, une assimilation et un parcours migratoire qui a influencé sur sa retranscription au final en français. Donc, on va arriver à la seconde partie où on va donner des exemples plus concrets. Donc là, si on va à la prochaine slide, on va faire intervenir une de nos membres actives, Estelle, qui va témoigner de comment la communauté chinoise qui a été en Guyane et dans d'autres îles, par exemple la Réunion, a vu son nom évoluer. Oui, exactement. Alors, du coup, moi, je voulais plus faire un focus sur les territoires d'outre-mer, parce que, alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans les territoires d'outre-mer français, donc il y a aussi une forte présence de la communauté chinoise. Et c'est une communauté chinoise qui s'est implantée depuis un bon moment, peut-être même bien avant la France métropolitaine. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai lu plusieurs articles de chercheurs. Donc, je vais d'abord vous parler de la communauté chinoise en Guyane. Donc, à savoir que c'est la plus grande communauté asiatique qui est présente en Guyane. Et donc, pour cette immigration, il y a eu 3 principales raisons. Donc, la première, c'est le développement de la culture du thé dans les années 1820. Ensuite, de 1860 au XXe siècle, donc il y a eu les guerres de l'opium.
il y a eu les guerres de l'opium et donc la communauté chinoise s'est réfugiée en Guyane donc, pour fuir ces guerres. Ensuite, la troisième raison, donc, elle a lieu à partir du milieu du XXe siècle. Donc, c'était pour des raisons familiales ou pour établir un commerce. Donc, il faut savoir aussi que la communauté Hmong est aussi présente en Guyane, donc entre 1977 et 1988, donc principalement pour fuir les guerres d'Indochine. Donc ça, c'était pour la Guyane. Donc je vais vous parler maintenant de la Polynésie française, en particulier Tahiti, qui possède aussi une grande présence de la communauté chinoise. Et en fait, donc la communauté chinoise est arrivée à Tahiti principalement pour les plantations de coton et aussi de café, donc au 19e siècle. Et suite à ça, les Chinois qui sont venus s'installer à Tahiti ont développé le commerce, la restauration et aussi le maraîchage. Ensuite, pour parler un peu de la Nouvelle-Calédonie et des Antilles françaises, donc comme la Martinique et la Guadeloupe, donc il faut constater que la présence chinoise est un peu moins forte, donc moins forte qu'en Guyane et moins forte qu'en Tahiti. Et cette communauté chinoise, elle est surtout spécialisée dans le petit et grand commerce. Donc, à présent, je vais vous parler d'un autre territoire d'outre-mer, donc qui est l'île de la Réunion. Et là, je vais parler un peu plus en détail de ce cas-là. Prochaine slide. Ouais, super, merci. Alors, concernant le cas de l'île de la Réunion, donc, je vais vous parler un peu plus en détail de ce cas-là parce que donc, ça part d'un constat, donc de mon constat en particulier. Et aussi, donc, toujours par des recherches que j'ai menées. Donc, j'ai lu plusieurs articles de chercheurs qui traitaient ce sujet. Et en fait, pour l'île de la Réunion, donc, il y a eu aussi plusieurs vagues d'immigration. Donc, la première, c'était l'arrivée des esclaves chinois à l'île de la Réunion. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, donc, l'île de la Réunion était colonisée par la France. Donc c'était une île sauvage, si je puis dire. Il n'y avait pas encore de population, d'habitation, etc. Et donc les colons français avaient besoin de main-d'œuvre. Donc ils avaient surtout besoin d'une main-d'œuvre pas chère. Et donc ils ont fait venir donc des Chinois, principalement du sud de la Chine, donc à Canton surtout. Donc ils les ont fait venir depuis le sud de la Chine directement à l'île de la Réunion. Donc ça avait lieu au XVIIe et XVIIIe siècle. Ensuite, il y a une deuxième vague d'immigration. Et cette fois-là, donc, c'était les Chinois qui sont partis s'installer à l'île de la Réunion de leur propre gré. Donc, la principale raison, donc, c'était pour aspirer à une vie meilleure et aussi pour fuir les guerres. Et ensuite, une troisième raison à cette immigration, beaucoup plus récente, peut-être fin 19e siècle. Donc, c'était pour rejoindre les membres de la famille qui étaient déjà installés à La Réunion. Puisque, suite à l'esclavagisme des travailleurs chinois à l'île de La Réunion, donc certains ont décidé de rester à l'île de La Réunion. Une certaine partie a décidé de rentrer en Chine. Mais pour ceux qui ont décidé de rester à l'île de la Réunion, donc ils ont voulu faire venir les membres de la famille qui étaient restés en Chine, donc les faire venir de Chine et puis les inciter à les rejoindre à l'île de la Réunion. Donc il faut savoir que suite à ça, donc, il y a eu l'abolition de l'esclavage et les Chinois ont vu l'île de la Réunion comme une île prospère pour le commerce. On remarque aussi que, donc, suite à cette histoire d'esclavagisme, il y a eu l'obligation de parler le français dans les principaux territoires d'outre-mer, je pense, pas uniquement à l'île de la Réunion. Et la France obligeait les personnes se trouvant sur l'île à s'éduquer en français, c'est-à-dire qu'on les obligeait donc à aller à l'école, à parler français, donc à s'exprimer en français, etc. Et quelque part à les inciter à leur faire oublier leur langue d'origine, donc le chinois ou bien donc le chinois mandarin ou bien d'autres dialectes chinois.
Donc, on pourrait se demander si c'est finalement une politique d'assimilation de la part des Français. Alors maintenant, je vais vous parler donc, sur la prochaine slide. Alors, je vais vous parler plus spécifiquement du nom de famille. Donc, ça part toujours de mon constat. Donc, il faut savoir que pour les Français d'origine chinoise se trouvant en Outre-mer, et particulièrement à l'île de la Réunion, donc le nom de famille est composé de plusieurs syllabes. Donc, c'est plusieurs syllabes qui sont séparées par des tirets ou par un espace. Donc, pourquoi est-ce que le nom de famille est aussi long finalement? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, lorsque les travailleurs chinois s'installaient à La Réunion, venaient à La Réunion pour servir en tant qu'esclaves à l'époque, donc les autorités françaises colonisaient les îles à cette époque-là et donc devaient inscrire chaque ouvrier chinois sur des registres. Donc, on devait inscrire leur nom et leur prénom. Sauf que, bien entendu, les autorités françaises ne parlaient absolument pas ni le mandarin, ni d'autres dialectes chinois, que ce soit le cantonais, le hakka, le teochew ou autre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retranscrit phonétiquement, à leur manière, en français, le nom de chaque ouvrier chinois. Donc, ce qui fait que la transcription phonétique est différente de celle du pinyin en mandarin. Et donc, cette transcription phonétique est restée. Et voilà, parce que pour l'époque, il n'y avait pas encore de transcription officielle. Donc, ce qui fait que ce patronyme est resté et il s'est même transmis dans les générations futures. Donc, ce qui fait que les générations actuelles d'enfants, de petits-enfants, etc., ont conservé ce nom de famille avec les tirets et les espaces. Ah oui, et une petite précision, donc les autorités françaises avaient confondu le nom de famille et le prénom, c'est-à-dire que pour eux, le nom de famille chinois et le prénom chinois formaient un ensemble, c'est-à-dire un nom de famille chinois. Donc, il n'y avait pas de séparation entre le nom et le prénom. J'espère que j'ai été claire. Dites-moi si vous voulez des précisions pour ça. Alors moi, pour être sûre d'avoir bien compris, Estelle, même si c'est des choses que tu m'as déjà expliquées, donc ça signifie que à La Réunion, par exemple, si tu rencontres une personne d'origine chinoise, elle pourra avoir un nom de famille en 2, voire en 3 syllabes. C'est bien ça, avec un tiret entre chaque syllabe. Et ces 2 ou 3 syllabes correspondent en fait au nom de l'ancêtre intégral, au nom et au prénom de l'ancêtre. Exactement. D'ailleurs, pour parler plus précisément des noms de famille, donc je vous ai mis sur la prochaine slide quelques exemples, comme ça ce sera beaucoup plus clair et plus visuel. Voilà, donc c'est des noms de famille qui existent. Et donc bien sûr, j'ai changé un peu le patronyme. Donc pour le premier cas, donc, j'ai pris l'exemple de Shan Kun. Donc Shan Kun avec un tiret ou Shan Kun sans tiret mais avec un espace. Donc, en fait, Shan Kun ici, c'est le nom de famille complet. Donc, j'ai pris par exemple Shan Kun Laura. Donc, Shan Kun, c'est son nom de famille, Laura, c'est son prénom, donc un prénom français. Et pour le nom de famille, donc Shan Kun, donc on pourrait se demander l'origine de ce nom de famille. Donc, si on retrace un peu l'histoire, si je puis dire, du nom de famille, donc on pourrait dire que Shan, est-ce que ce ne serait pas issu du caractère Chen et Kun, on pourrait dire que ça a été prononcé en dialecte chinois. Mais après, quel dialecte, ça, j'en ai aucune idée. Mais voilà un petit peu pour le premier cas de nom de famille qu'on pourrait retrouver à l'île de la Réunion. Ensuite, le deuxième cas, donc c'est un nom de famille à 3 composantes. Donc ici, c'est Tianakun avec 2 tirets ou bien Tianakun avec 2 espaces. Alors, même chose. Alors ici, pour Tianakun, donc on pourrait se demander l'origine de ce nom de famille. Donc Tien,
on s'est posé des questions. Est-ce que ça pourrait venir du caractère Tien, donc ce qui veut dire le ciel, et Aku, donc ça pouvait être le prénom de l'ancêtre en question. Et pareil, Akun, est-ce que c'était prononcé en dialecte chinois? Et donc dorénavant, enfin jusqu'à maintenant, le nom Tien Akun s'est transmis dans les générations actuelles. Et donc j'ai pris pour exemple Tien Akun Vincent. Donc la personne a pour prénom Vincent, donc c'est un prénom français. Et pour nom de famille, donc il garde le nom de famille Tien Akun comme il est écrit dans l'exemple. Et ensuite, on a aussi un troisième cas, donc c'est le nom de famille Lo. Donc cette fois-ci, qui est composé avec une seule syllabe. Alors là aussi, on pourrait se demander l'origine de ce nom. Est-ce que ça ne viendrait pas du caractère Liu? Et donc pour les personnes qui portent ce nom, donc ça va se faire comme ça. Donc Lo, elle a eu en nom de famille. Puis après, le prénom français. Donc ici, j'ai pris un prénom Gabriel, par exemple. Donc voilà un petit peu les différents noms de famille qu'on peut retrouver à l'île de la Réunion, ou je pense aussi dans d'autres territoires d'outre-mer. Donc voilà, c'est la petite caractéristique qui est différente de la Chine continentale ou bien même de la métropole française. Bah, c'est super varié. Et moi, j'aurais une petite question, Estelle. Oui, bien sûr. Parce que donc, dans le troisième cas, si je comprends bien, bah, là, en fait, c'est vraiment le nom de famille qui a été retranscrit. Oui, Il n'y a pas, c'est pas ça. le nom plus le prénom. Donc là, c'est vrai que moi, quand je vois Lao, je me dis que c'est très, très probable que ce soit Léo, parce que ça correspond à la prononciation cantonaise, et c'est notamment celle qu'on retrouve très souvent à Hong Kong, hein, avec Andy Lao, Andy Lo prononcé à la française, etc. Et ma question, en fait, ce serait, là, tu donnes donc 3 cas différents. Est-ce que, en fait, ce type de ces différentes manières de transcrire correspondent à une période migratoire? Est-ce que, par exemple, si tu vois le lot, ça pourrait correspondre à une migration plus récente, par exemple, deuxième moitié du XXe siècle, tandis que Shan-kun ou Tianakun, ça pourrait correspondre à des migrations vraiment du XIXe siècle, plus anciennes? Est-ce qu'il y a eu des tendances selon les époques? Alors, c'est une très bonne question. Alors, malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais selon moi, je pense que les personnes qui ont effectivement une seule composante pour nom de famille seraient peut-être un indicateur d'une migration plus récente. Parce qu'il faut savoir que même depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, donc, il y a des Chinois de Chine continentale qui continuent à s'installer à l'île de la Réunion, donc principalement pour le commerce ou bien pour rejoindre d'autres membres de la famille. Donc, quelque part, les migrations de la Chine vers l'île de la Réunion continuent. Et effectivement, donc, ça pourrait être un indicateur de migration plus récente. Mais après, voilà, ça, c'est que mon avis. Je ne suis pas vraiment sûre. Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé d'autres articles à ce sujet. J'imagine qu'il n'y a pas énormément de spécialistes qui se sont intéressés à cette question, quoi, étant donné que c'est vraiment une question très, très spécifique. Par contre, ce serait bien, vu que tu as quand même fait pas mal de lectures, que tu nous partages peut-être après dans le chat ou plutôt les références de ce que tu as lu. Parce que franchement, moi, j'ai un peu découvert, j'ai découvert en fait cette histoire du nom avec toi quand tu nous en as parlé exactement. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça veut aussi dire qu'à partir de ton nom de famille, tu peux savoir, en fait, tu peux déterminer quelle personne a immigré et d'où. Mais trop, tu peux deviner l'histoire. Moi, je sais qu'avant, en fait, je reconnaissais forcément en fait, je distinguais très facilement tout ce qui était nom d'Asie du Sud-Est. Donc, quand je voyais, je pouvais savoir à partir du nom qu'un tel était d'origine, venait du Vietnam, qu'un tel venait du Cambodge,
ou de Malaisie, Singapour. Et maintenant, ouais, effectivement, quand quand je vois des noms là avec des tirets et tout, et en fait, j'en rencontre plusieurs parce que j'ai des élèves, des étudiants qui viennent de la Réunion ou de la Guyane, je suis contente en fait Ouais. de Tu peux lui reconnaître. dire, je connais le nom de ton arrière-grand-père qui est venu. Je connais le prénom de il y a ton des noms, en arrière-grand-père. fait. Moi, c'est pas le nom de mon arrière-grand-père. Et là, au fait, tu vois. Mais trop, hein. Ouais. Et pardon, Estelle, j'aurais encore une autre question. Oui, Moi, si je te saoule, enfin, ou tu me le diras en privé, de toute façon, non, pas du tu tout, me au feras contraire. comprendre. En fait, tu sais, j'ai remarqué que j'ai vu, en fait, depuis que tu m'as raconté cette histoire, qu'il y a il y a des Chinois, donc de la Réunion, il y en a souvent qui ont ce A. Donc, comme dans le deuxième cas que tu montres le A, H dans leur nom. A-quelque chose. Par exemple, j'avais vu un A-sing. Et en fait, le A, ça me fait vraiment penser à la manière qu'on a de former les diminutifs, tu sais, notamment en Chine du Sud, chez les Cantonais ou chez les Teochew, et sans doute chez d'autres, peut-être chez les Hakka aussi. Les diminutifs, quand on appelle quelqu'un A et suivi de son prénom. Donc, je me demandais si ce A, c'était pas ça, en fait, que c'est pas le prénom à proprement parler, mais la personne, en fait, quand elle s'est retrouvée devant un officier, un représentant de l'état civil français, elle lui a donné son surnom, son diminutif. Et Alors, oui, effectivement, alors c'est très possible parce qu'il faut savoir aussi donc, qu'à l'époque, donc, les autorités françaises ne parlaient pas chinois mandarin ou d'autres dialectes chinois. Et pareil, pour les Chinois, ils ne parlaient absolument pas le français, ils ne maîtrisaient pas très bien l'anglais non plus. Alors, c'est possible qu'ils aient donné leur surnom au lieu de leur nom complet. ouais. Et alors d'ailleurs, j'ai vu dans le chat, donc il y a pas mal de réactions, donc merci beaucoup pour vos messages. Alors pour pour le deuxième cas, donc Tien Kun, alors quelqu'un suggère que ça pourrait venir aussi de Tien. Donc oui, effectivement, donc Tien, ouais, on ne sait pas vraiment l'origine, mais c'est vrai, ça y ressemble. Ensuite, j'avais vu aussi un autre message pour le troisième cas, donc l'OLAU, donc ça pourrait venir de Lio, et quelqu'un suggérait que ça pouvait venir de Luo. Aussi, oui. Oui. Donc Et je oui, crois que c'est possible il aussi. avait dit que le Tien pouvait aussi être Tien, comme I Tien, Ta Tien, Oui, ouais. le ouais, c'est vrai. Mhm. Voilà, et je pense qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de recherches là-dessus parce que je pense que les personnes ne s'en rendaient pas compte, entre guillemets. On ne sait jamais, enfin, donc les personnes issues de la communauté chinoise et vivant dans les Outre-mer ne se sont pas vraiment posé la question sur l'origine de leur nom. Donc, c'est peut-être un sujet à creuser. À creuser, ouais, exactement. Il y a énormément d'investigations à faire. Et et je crois que tu en avais déjà parlé aussi avec les générations, vu que ça fait peut-être maintenant 4, 5, voire 6 générations, le chinois a eu tendance à se perdre, non? Oui, Au fil des générations. oui, Donc que ce soit exactement. enfin, pas forcément le mandarin, le dialecte officiel, hein, même les dialectes, non? Oui, parce qu'en fait, donc, comme c'est une immigration qui date quand même depuis le 18e siècle, donc il y a eu au moins 3-4 générations qui sont passées. Et c'est vrai qu'avec l'obligation des autorités françaises de parler français, d'aller à l'école, donc l'école française, donc il y a eu une assimilation du français de la part des Chinois qui se sont installés à l'île de la Réunion. Et donc, ce qui fait qu'avec leurs enfants et leurs petits-enfants, donc la langue, la langue principale, c'était devenu le français, jusqu'au point d'oublier de communiquer en chinois mandarin ou en dialecte. Et c'est pour ça que les générations actuelles, donc les générations d'origine chinoise actuelles vivant à l'île de la Réunion, ne maîtrisent plus, enfin n'ont jamais maîtrisé le mandarin ou d'autres dialectes chinois. Après, ça reste aussi à voir
Après, c'est du cas par cas, donc ça dépend aussi des familles. Mais je sais que les générations donc des grands-parents savent encore parler le dialecte chinois, pour la plupart. Mais c'est vrai que pour la génération des parents et des enfants et des petits-enfants, c'est uniquement le français qui est parlé à la maison. Ok, top. On va passer à la slide suivante. Merci Oui, la beaucoup. slide suivante. Donc, merci beaucoup, Estelle, pour cette description de l'histoire Pas de souci. de votre mère et aussi des noms de famille. Moi, je vais vous parler d'un exemple qui va être très parlant pour tous les Français d'origine chinoise, parce que je pense que tout le monde est allé dans ce magasin. Et c'est relié à mon nom de famille, donc c'est le magasin des frères Tang dans le 13e. Et il s'avère que moi, quand je suis arrivée en France à 18 ans, on m'a tout de suite demandé: «Ah, mais oui, on connaît les frères Tang, c'est très connu.» Et j'ai toujours été, enfin, je pensais que les frères Tang, c'était des Tang comme moi. Au final, j'arrive devant le magasin et je vois écrit Chen Shi Shang Chang. Et je me dis: OK, donc c'est une retranscription de mon nom de famille, enfin, pas du tout de mon nom de famille, du nom Chen, dans un dialecte local. Et en faisant un peu de recherche, il s'avère qu'en fait, les frères Tang sont issus d'une famille chinoise originaire du Teochew et qui, en fait, ont immigré, eux, au Laos. Et au Laos, ils s'appelaient non pas Chen, mais Ratanavan. Et c'est en venant du Laos en France qu'ils ont retranscrit leur nom de famille en Tang. Donc, c'est juste un petit exemple de comment, avec la transcription d'aujourd'hui, on peut être induit en erreur au final sur l'idéogramme à la base. Et pour pouvoir amorcer la discussion sur nos vécus, moi, mon nom de famille, c'est vraiment la transcription littérale du pinyin, du caractère Tang. Et je suis issue d'une immigration où mes parents sont venus dans les années 80. Ils parlent mandarin et du coup, c'est très classique comme transcription. Et on arrive à partir de ça de voir que ma migration est plus récente et vient d'une région plus au nord. Donc voilà, un petit exemple personnel. Et je voulais ajouter, pour les personnes qui participent et qui aimeraient prendre la parole, il y a vraiment pas de problème. Vous pouvez envoyer un petit message et on vous donnera la parole à la fin de cette partie et après le témoignage de Laetitia qui arrive. Ok. Alors, merci Céline. Oui, alors moi je vais donner, donc on va continuer un peu avec les exemples ciblés. Et je vais parler d'un cas que je connais assez bien, donc, qui est l'histoire des noms chinois au Cambodge. Donc, j'avais mentionné dans l'introduction qu'on avait différents types de cas qui rendaient cette histoire des noms extrêmement diverses, extrêmement complexes. Et ce, principalement en raison des aléas de l'histoire, comme beaucoup d'entre vous peuvent l'imaginer. Donc, en fait, il faut savoir déjà que les migrations chinoises au Cambodge sont relativement anciennes, enfin sont plus ou moins anciennes en réalité. À ma connaissance, les premières installations au Cambodge de Chinois donc, ont eu lieu dès le 19e siècle. Donc, c'est principalement lié aux événements assez dramatiques de la Chine d'alors, comme les guerres de l'opium, etc. Et au niveau de la région d'origine de la communauté chinoise au Cambodge, il s'avère qu'il s'agit majoritairement d'une population Teochew, donc d'une population originaire de Chaozhou ou de Chaoshan, comme on dit souvent. Donc une petite population installée dans la province du Canton, mais comme je le rappelle bien souvent, qui n'est pas cantonaise, dans le sens que le dialecte Teochew
est bien distincte du dialecte cantonais. Et en fait, le Teochew est bien plus proche du Minanhua, donc des dialectes parlés dans le sud de la région du Fujian, qui se situe juste à l'est de la région de la province de Canton. Donc, on a des migrations chinoises installées depuis pas mal de générations au Cambodge pendant le 19e siècle. On a aussi des migrations plus récentes qui datent de grosso modo de la première partie du 20e siècle ou sinon de la guerre sino-japonaise. Pour donner un exemple simple, moi je sais que ma mère, sa famille était installée au Cambodge depuis au moins 4 générations avant elle. Donc ma mère est au moins la 5e génération de Chinois à être née au Cambodge, tandis que mon père, lui, c'est la 2e génération parce que c'est son père qui est arrivé lorsqu'il était jeune au Cambodge en raison de la guerre sino-japonaise, donc aux alentours des années 1930 environ. Et donc, déjà, cette histoire en plusieurs migrations fait qu'il y a eu des adaptations différentes. Et en l'occurrence, pour ce qui est, il faut rajouter un autre facteur supplémentaire pour le Cambodge. Il faut savoir qu'il y a eu un protectorat français. Donc le Vietnam, pays voisin, a été colonisé par la France à l'époque et les Vietnamiens qui auparavant utilisaient l'écriture chinoise ont abandonné sous influence des Français, ou plutôt par obligation, je pense, ont abandonné les caractères chinois et se sont mis à transcrire leur langue avec l'alphabet latin. Voilà pourquoi j'avais parlé des transcriptions en alphabet latin des noms selon la prononciation sino-vietnamienne, comme l'exemple de Tran. Et au Cambodge, en revanche, il n'y a pas eu ce phénomène il n'y a pas eu la colonisation, mais il y a quand même eu une forte influence à l'époque des Français, ce qui fait que les Français ont au Cambodge développé un système de transcription selon l'alphabet latin de la langue cambodgienne, qu'on appelle habituellement le khmer. Et donc, dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avec les noms chinois? Les Chinois qui étaient sur place ont transcrit, alors là, je vous demande de vous accrocher parce que c'est un truc en plusieurs étapes, c'est un peu compliqué. Ils ont transcrit leur nom chinois dans leur prononciation dialectale selon la transcription en alphabet latin qui était utilisé pour la langue cambodgienne. Et donc, je vais donner un exemple tout simple, c'est mon propre nom. Donc, mon propre nom, il s'écrit sur mon état civil, Shiv, donc C2HIV. Alors, c'est toujours, vous imaginez bien que tout le monde s'est toujours trompé sur mon nom, personne ne sait comment le prononcer, personne ne sait d'où il vient, etc. C'est toujours un grand mystère. Et en fait, il s'avère que mon nom, Shiv, il correspond au nom en mandarin Chou. Donc, je ne sais pas si l'un de nos amis là, peut le taper dans le chat. Donc, c'est le Chou de Chou Enlai, par exemple. Et donc, ce nom de famille qui se prononce Chou en chinois mandarin, dans mon dialecte, il se prononce Tiu. Donc, c'est le dialecte Teochew. Et cette prononciation dialectale Teochew, Tiu, de mon nom, elle a été retranscrite selon le système de transcription utilisé alors au Cambodge, C2HIV. Et vous allez me demander pourquoi cette transcription un peu bizarroïde, etc. Il s'avère que tout ce qui était le son che se transcrivait C2H au Cambodge à l'époque, et le son iu, donc la fin de la syllabe, se prononçait se transcrivait IV au Cambodge.
Voilà pour un exemple très concret de cette histoire des noms au Cambodge, et qui fait que aujourd'hui, c'est vrai que si moi personnellement, hein, si j'avais pas ce caractère, cet idéogramme chinois auquel je pouvais rattacher mon nom, ce serait probablement, on va dire, la connaissance, hein, de mon nom chinois aurait tout simplement été perdue, et peut-être que dans 2-3 générations, on dirait bon, c'est un nom qui vient à peu près de Chine, mais on ne sait pas d'où exactement, comment, pourquoi est-ce que il est transcrit de cette manière. Donc c'est vrai que ça, je me rappelle que c'était Thomas, un membre du pôle, qui nous faisait remarquer que de ce point de vue-là, l'écriture chinoise a probablement joue un rôle plutôt de ciment, qui fait qu'on peut, même si les trajectoires diffèrent, même si l'orthographe, avec la transcription dans les systèmes alphabétiques, etc., diffère, on peut toujours se rattacher à nos noms à travers les idéogrammes. Donc ça, c'était un premier cas en fait d'histoire des noms chinois au Cambodge. Après, il faut savoir qu'il y a eu d'autres événements récents qui ont amené les noms chinois à évoluer de manière différente. Et en fait, notamment, le génocide des Khmers rouges, le drame des Khmers rouges, a rendu cette histoire, on va dire, encore plus confuse. D'une part, avant les Khmers rouges, les Chinois, globalement, au Cambodge, sont une population assez bien assimilée. J'ai envie de dire que les Chinois vivent assez en bonne harmonie, hein, si j'ose dire, au Cambodge. C'est-à-dire que historiquement, il y a eu beaucoup en fait d'intermariage, il y a eu beaucoup de mélanges culturels, d'influences cambodgiennes chez Khmer, chez les Chinois, et inversement des influences chinoises chez la population Khmer. Après, par contre, avec le drame des Khmers rouges, en fait, il y a plusieurs phénomènes en fait qui se sont produits, parce que pour faire court, le régime totalitaire des Khmers rouges était par définition très très fermé, rejetait tout ce qui était étranger, rejetait tout ce qui était assimilé comme capitaliste, etc. Et il s'avère que la population chinoise à cette époque-là avait été jugée comment dire, capitaliste, parce que beaucoup de Chinois, ça c'est l'histoire également qui l'explique, étaient des commerçants. Donc voilà pourquoi, même si évidemment l'intégralité de la population au Cambodge a été victime du régime de Pol Pot, les Chinois ont été particulièrement visés parce qu'ils étaient jugés capitalistes, etc. Et ce qui a fait qu'ils ont dû se cacher. Donc à cette époque-là, les Chinois en fait cachaient le fait qu'ils étaient d'origine chinoise. Ils avaient arrêté de parler leur propre leur dialecte, et la transmission de la langue s'est perdue. Et c'est également à cette occasion que les noms chinois eux-mêmes ont été perdus, parce que, étant donné qu'ils voulaient cacher leur origine chinoise, ils ont une certaine partie d'entre eux ont abandonné leur nom chinois pour emprunter en fait des noms khmers. Qui n'étaient donc pas pas le nom hérité de leurs parents, de leur père en l'occurrence, de leurs ancêtres, etc. Donc ça a été un phénomène assez dramatique qui explique la perte des noms, et au-delà de la perte des noms, la perte linguistique, la perte culturelle. Et après, il y a un autre phénomène qu'on peut également lier au drame des Khmers rouges, c'est en fait tout ce qui est lié aux migrations à l'étranger, notamment dans les pays occidentaux, des réfugiés politiques du Cambodge. C'est-à-dire que, je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont dans ce cas-là, ou qui ont des amis qui ont été, dont les parents étaient dans ce cas-là, mais en fait, à l'époque, quand des Cambodgiens, donc des Sino-Cambodgiens, voulaient y partir,
voulaient obtenir l'asile politique dans un pays comme la France ou ailleurs, le plus simple, c'était de demander en fait à être rattaché à sa famille, de demander le regroupement familial. Et en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient des proches, des amis et non pas des parents dans un pays, en France par exemple, mais qui, pour demander le regroupement familial, faisaient croire qu'ils allaient rejoindre leurs frères, leurs sœurs, etc. En France, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un ami, bon, parfois d'un très bon ami, hein, certainement d'un très bon ami, mais quoi qu'il en soit, ce n'était pas quelqu'un à qui ils étaient liés par le sang. Ce qui a fait que quand ils remplissaient les papiers pour obtenir le droit d'immigrer en France, ils changeaient leur nom. Ils adoptaient le nom de leur ami, de leurs proches qui étaient déjà installés en France. Donc ça a été vraiment, ça a encore été un autre élément qui a amené énormément de confusion dans l'histoire des noms. Donc moi, j'ai parlé de mon exemple personnel avec mon nom chiffre qui correspond à donc une transcription au Cambodge de la prononciation Teochew de mon nom. Mais en fait, si vous êtes amené à rencontrer des Sino-Cambodgiens, en fait, parfois, vous verrez leur nom transcrit en alphabet latin sur l'état civil et vous leur demanderez leur nom en chinois. Et là, par contre, ça va être deux noms complètement différents. Ça ne sera pas une question de prononciation dialectale. Et s'ils sont au courant de leur histoire familiale, parfois ils pourront vous expliquer tout simplement que leur nom chinois, c'est le nom qu'ils ont hérité de leur père, de leurs ancêtres, etc. Tandis que leur nom sur les papiers français, c'est le nom que leurs parents ou leurs grands-parents ont adopté au moment où ils ont demandé à venir en France, parce qu'ils ont demandé le regroupement familial et qu'ils ont à ce moment-là emprunté le nom d'un ami. Donc voilà, j'espère que ça a été clair. Je ne sais pas s'il y a des... Merci beaucoup Laetitia, c'était très complet et détaillé, donc c'était très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions pour Laetitia ou des volontés de témoigner de l'origine de son nom ou juste le fait de ne pas savoir si vous ne savez pas. Enfin, toute participation est la bienvenue. Oui, n'hésitez pas à vous manifester. Je crois qu'on peut lever la main sur Zoom, il y a une petite fonction. Alors, on vous laisse un petit message dans le chat. Mais c'est vrai que c'est... Je crois qu'on a endormi tout le monde en fait. Oh là là, mince. Les filles, si vous voulez, je peux lire les commentaires. Oui, tu peux faire un commentaire des commentaires et relever des questions intéressantes. Sinon. Oui, alors il y a Émilie qui a dit dans le chat, alors c'est intéressant par rapport à l'intégration pré-génocide, mais je pense que l'intégration chinoise n'était pas forcément hétérogène. En parenthèse, certains voulaient absolument éviter le métissage avec les locaux et donc interdisaient aux enfants d'apprendre le khmer. C'est vrai. Oui. Alors moi, je parle de mon cas particulier. Donc j'ai plus parce qu'une partie de ma famille est sino-khmer. Donc moi, je vois plus cet aspect des migrations chinoises au Cambodge. Donc j'ai peut-être fait un tableau, on va dire un peu trop homogène, un peu trop unilatéral. Tu as raison, Émilie. Parce que c'est vrai que de l'autre côté, il y a toujours de toute façon, c'est un peu ce qu'on retrouve dans toutes les histoires d'immigration. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, sur la manière de s'intégrer et d'autres sont davantage fermés. Enfin, une partie en général de la population reste assez fermée. Et ce que tu dis, Émilie, c'est vrai que ça me fait penser à quelque chose. C'est que je sais que notamment, c'est peut-être à ça que tu fais référence, une partie de la communauté chinoise au Cambodge, en l'occurrence celle qui est installée plus anciennement, historiquement, bizarrement, en fait, a moins tendu à se mélanger, alors qu'elle était installée au Cambodge depuis plus longtemps. Mais peut-être dû au fait qu'à l'époque où ils se sont installés, en fait, ils ont vraiment cherché à créer une petite communauté, une petite sous-communauté, un peu presque autarcique, hein, j'exagère un peu, mais voilà, plus fermée, et que c'était donc à l'époque
encore donc bien avant le génocide, etc., où il y avait des écoles de Chinois, donc ils envoyaient leurs enfants à l'école à l'école chinoise. En plus, c'était des écoles privées, donc souvent, c'était des écoles qui avaient un assez bon niveau, etc. Et c'est en général dans ce type de partie de population de la communauté qu'on tendait à ne pas vouloir se mélanger, à vivre un peu dans son coin. Et je pense notamment, s'il y a des Sino-Cambodgiens parmi nous, ils sauront de quoi je parle. Il y a une ville sur le littoral du Cambodge qui s'appelle Kampot, donc Kampot. Et en fait, cette ville, elle est connue au Cambodge et donc dans la région de Thieu en Chine, donc dans la région de Chaozhou, comme littéralement la petite Chaozhou. Donc en fait, c'était considéré par les Tetu comme la petite réplique au Cambodge de leur ville ancestrale. Donc, je ne sais pas si tu parlais un peu tu faisais référence à ce type de phénomène. Mais en tout cas, tu as bien fait, Émilie, de préciser que c'est quand même pas si, c'est pas si homogène que ça. Et pareil, évidemment, pour les autres pays. Merci pour ta réponse, Laetitia. Alors, Émilie a rajouté un autre commentaire à ce que tu viens de dire. Donc, elle a dit « D'ailleurs, ceux qui n'ont pas pu apprendre le khmer ont beaucoup plus souffert pendant le génocide. » Bah oui, effectivement, parce qu'ils ne pouvaient pas se faire passer pour ils pouvaient pas se faire passer pour des Khmers, effectivement. Ouais. C'est oui, là, de toute façon, on est dans un cas, ouais, dans un cas assez, très très complexe. Alors ensuite, donc il y a un commentaire de Hailey. Donc alors là, c'est pas une question, c'est un commentaire par rapport à ton témoignage, Laetitia. Donc Hailey nous dit « Ça a l'air facile d'écouter l'histoire de Laetitia, mais ça doit être une histoire vraiment douloureuse. » Oui. Dans ce sens, ouais. Pardon? Oui. Je pense dans le sens une histoire familiale douloureuse. Ah oui, oui, une histoire familiale douloureuse, évidemment, ouais, parce qu'une histoire ponctuée de drames. Et ouais. Bon, après, oui, c'est vrai que bon, quand on pense que, c'est une histoire qui a été dramatique pour tout le monde et qui, bon, jusqu'à présent, de toute façon, a laissé des stigmates, hein, a laissé des stigmates pour l'intégralité de la population cambodgienne, hein, et ça peu importe, hein, que ce soit chinois, khmer ou autre, hein, parce qu'il y a encore d'autres populations au Cambodge. Beaucoup de gens ont été traumatisés par ces événements. Mais c'est vrai que bon, là je fais référence à l'idée, au titre de cet event, de ce webinaire qu'on a choisi, Mon nom, mon histoire. C'est vrai que, en fait, je trouve ça, comment dire, fascinant à partir d'un simple nom, hein, seulement, de pouvoir comme ça justement mener une investigation qui permet de retracer un parcours, de retracer une histoire. Et moi, bon, c'est tout ce que j'ai raconté là avec l'histoire de mon nom. Évidemment, c'est pas quelque chose que je savais quand j'étais petite. Je l'ai pas appris directement de mes parents. Je l'ai évidemment pas appris à l'école, mais c'est quelque chose que j'ai pu reconstruire petit à petit. Et en fait, en reconstruisant l'histoire de mon nom, j'ai réussi comme ça à reconstruire l'histoire familiale et ma propre histoire, quoi, ce faisant. Donc, bon, tout ça pour dire que le nom de cet event est très bien choisi. Et je précise aussi que c'est pas moi qui ai trouvé ce nom, je sais plus qui l'a trouvé, mais c'est vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment très, très pertinent comme sujet. Merci Laetitia. Alors là, j'ai vu dans le chat, donc il y a Annie qui nous demande une bibliographie sur ce sujet, donc qui est très intéressant. Donc merci pour ta question Annie. Donc pour la bibliographie,
on va soit essayer de mettre quelques articles dans le chat. J'ai vu qu'il y avait un lien qui était passé tout à l'heure. Je vais essayer de le recopier, de vous le remettre. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regrouper un peu tous les articles qu'on a consultés, donc entre membres de l'équipe, et ensuite vous envoyer ça par mail ou par newsletter. On verra un peu quel est le format le mieux adapté. Ouais. Bah, c'est un sujet très vaste, hein, et je pense que je suis loin d'être spécialiste en la matière, mais qui demanderait encore à être exploré, quoi. Et si on pouvait comme ça avoir une présentation de toute cette histoire en retraçant toutes ces migrations aux différentes époques et tout, ouais, ce serait fascinant. C'est vraiment. Effectivement, ouais. Et c'était le but d'organiser cet événement parce que nous, du coup, dans le pôle, nous parlions de nos expériences chacune et on voulait ouvrir vraiment la discussion pour avoir des témoignages d'autres personnes. Par exemple, Estelle qui nous a parlé de son nom de famille. Si tu n'étais pas dans le pôle culture, on ne se doute même pas de ça. Et je ne sais pas si parmi les participants, vous avez quelque chose à rajouter par rapport justement à votre vécu. Est-ce que vous savez de votre histoire personnelle, le lien avec votre nom de famille, comment il a été transcrit? Ou Ouais. Est-ce que vous vous êtes posé des cette. commentaires avant qu'on passe à la prochaine partie? Et profitez du fait qu'on est sur Internet, donc on ne vous voit pas pour affronter la timidité ou la peur de prendre parole. Ouais. Ouais. Alors, par En exemple, attendant qu'on ait des. Oh, pardon. oui, pardon, non, je crois que Jacques Lay nous a partagé un article. Je ne sais pas si Jacques, tu voudrais prendre la parole pour le partager, expliquer ce qu'il y avait dessus, ou si toi, tu es issu d'une migration tahitienne, du coup. Oui, bonjour. Je ne sais pas si ma connexion va permettre. Enfin, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que ma connexion n'est On pas très t'entend bien. stable. Oui, On on t'entend t'entend très bien, oui. Oui, en effet, je suis d'origine chinoise, mais je viens de Polynésie. Et en fait, le lien que je vous ai partagé parle d'un événement en fait, qui a eu en 2019, il me semble, en Polynésie, c'est-à-dire que c'était une exposition à propos des noms de famille qu'on dit en Hakka Siang. Parce que, comme Estelle l'a dit, la communauté chinoise est très importante en Polynésie française et est majoritairement Hakka ou cantonaise. Et du coup, de plus en plus, il y a les associations culturelles chinoises comme l'association Siniton qui font de plus en plus de recherches afin de, disons, une sorte de retour aux origines. D'accord. Ok, super. Et c'est une exposition à laquelle tu as participé, qui t'a permis aussi, toi, de faire un lien avec le parcours migratoire de ta famille. J'y ai pas particulièrement participé, mais j'ai j'ai pu la voir et tout. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le concept de leur façon de représenter l'arbre généalogique. C'est-à-dire qu'au centre, ils mettaient le caractère que beaucoup ne connaissent pas en fait en Polynésie, parce qu'on ne sait plus écrire, on ne sait que parler le Hakka, voire de moins en moins on sait le parler. Et de ce caractère partent les différentes retranscriptions des noms de famille. Et puis pour ma part, connaissant à peu près les origines de mon nom de famille et de notre famille, cette exposition m'a pas apporté plus que ce que je ne connaissais déjà. D'accord. Merci. Oui, bah, je suis en train de regarder sur mon téléphone
le lien envoyé par Jacques. Et c'est vrai qu'il est, ouais, c'est très intéressant cette manière de représenter l'histoire des noms avec cette forme de rosace. Mm. C'est bon, j'arrive pas à grandir, mais en tout cas, ça a l'air d'être une bonne manière de représenter. Bah, je vois un exemple là, ouais, un peu plus grand avec le nom Chun. Avec le nom de chaîne, Ouais, donc c'est vrai qu'on pourrait mettre Tang, il y a quoi encore? Bah, Tran, dont on a parlé. Après, il y a Tan aussi, T-A-N. Après, je sais plus si on en avait parlé aussi. Il y a Teng, T-A-I-N-G. Donc ça, je sais que c'est une transcription qui existait au Cambodge, hein, parce que c'est comme ça que les Teochew prononcent le caractère. Et c'est vrai que je pensais aussi à à un autre élément, c'est le fait que, comment dire, ça, je pense que c'est un phénomène qui est vraiment très, très répandu en Asie du Sud-Est. C'est que quand on voit en fait la manière dont est transcrite un nom, en fait, on sait tout de suite. On sait tout de suite à quel groupe dialectal appartient en fait la personne dont on parle. Moi, je me rappelle d'un exemple qu'on m'avait donné avec le nom de famille Tsai qu'on avait dans le tableau tout à l'heure. Et donc un nom de famille qui est très très répandu en Asie du Sud-Est, donc le dernier de la ligne là. Et bah oui, voilà, je vois que c'est Thomas qui a dû faire le tableau, qu'il avait mis Chua, et bon, enfin là ça me revient plus. Il y a encore plein d'autres transcriptions, et qu'en fait eux, tout de suite, quand ils voient Chua, ou quand ils voient je sais plus comment on dit en cantonais, ils savent en fait tout de suite. Ils savent tout de suite la région ils viennent. ouais, la région d'où ils viennent. Et puis limite, en fait, quand tu vois le nom de quelqu'un, bah, tu sais tout de suite dans quel dialecte tu dois lui parler, vu que les Chinois, ben, dans ces pays-là, sont très souvent polyglottes, en fait. Ils parlent couramment plusieurs dialectes chinois. Oui, et du coup, on a une autre question pour Jacques, pour savoir ton nom Ley, L-E-Y, quel type de transcription? Est-ce qu'elle est à base d'un dialecte? Ou qu'est-ce que tu connais du coup de l'origine de ton nom de famille? Oui, en fait, le nom de famille Lei, L-E-Y, vient du caractère Lai, Ilai de Lai. Et en fait, il n'y a que notre famille, à partir de mon arrière-grand-père, qui portant ce nom de famille-là, parce que notre nom a été retranscrit de cette manière, et il n'y a que notre famille en Polynésie qui porte ce nom. Et on peut voir d'autres variantes en Polynésie comme LAI, où c'est vraiment retranscrit de manière comme le pinyin, ou d'autres retranscriptions comme LAI2LE ou LEI2LE ou juste LEI. Mm. Et c'est vraiment du caractère là. Ley, et du coup, Ley, ça sonne une petite consonance espagnole, du coup, de ton Oui. nom de famille. Je ne saurais pas expliquer pourquoi cette francisation, mais Probablement, il faudrait voir. Tu disais qu'il y a surtout des Hakka et des Cantonais. Il faudrait voir la prononciation. oui, c'est ça, on est sur la communauté chinoise surtout composée de Hakka et de Cantonais, mais en Hakka et en Cantonais, on le prononce aussi Lai. Ah, Enfin, oui. on a juste le temps qui change, mais la prononciation est pareille. D'accord. D'accord. Ok, super intéressant. Mais du coup, on va passer sur notre troisième attendez, on a encore des commentaires. Oui, c'est par rapport au nom de famille Chen. On va passer sur la troisième partie et dernière partie de notre webinaire qui va parler donc plus spécifiquement, on va plus parler vraiment de nom et de la relation avec le parcours migratoire de notre famille à travers les générations et du lien géographique de notre lieu d'origine, mais plutôt parler du présent et notamment de nous, membres ou non de l'association de la JCF, ou de notre génération où on est issu de cette migration en France
et qu'on voit au final, en observant rien que les noms des participants, que nous avons tous des prénoms occidentaux, plus francisés. Et, en fait, on voulait faire une transition entre l'origine du nom de famille et le prénom actuel qui représente en fait comment nous, dans notre génération, on a cette occidentalisation des prénoms. Alors, on a essayé de se demander pourquoi est-ce que nos parents avaient choisi de nous appeler par des prénoms français. Il y a clairement, je pense, lorsque eux ont immigré, une, une volonté d'intégration forte, où ils ont pensé à donner des noms chinois, mais qui étaient jugés peut-être trop difficiles à prononcer. Et du coup, on trouvait une variante en française. Donc, on voit par exemple dans nos participants là que on a Christophe, Constantin. euh, alors, je présume, non, en fait, c'est présumé que tout le monde serait chinois d'origine, mais François, par exemple, aussi. Et en fait, on s'est rendu compte que peut-être qu'en France, on est encore dans une société où les prénoms sont quand même encore très connotés et vont engendrer des biais. Et on s'est dit que peut-être que nos parents, ils avaient vraiment choisi ça pour qu'on puisse, à l'école, être plus facilement intégrés et acceptés. Et donc, je ne sais pas si vous, par exemple, vous avez déjà demandé à vos parents pourquoi ils ont choisi de vous donner un nom français ou pas. Est-ce que... Et comment ils ont choisi ce prénom et, ou si vous ne vous êtes juste jamais posé la question. Je ne sais pas si on va avoir des retours de la communauté. Et si, là, c'est le présent, nous, on représente cette génération où on a un vrai métissage de nos noms et prénoms. Et si, par exemple, vous avez aussi réfléchi pour la génération d'après, est-ce que, donc, on a un retour de Annie qui nous dit qu'elle travaille dans une maternité et qu'en effet, quasiment tous les Asiatiques ont donné un prénom francisé. Ce qui, oui, on s'en rend compte dans l'association où vraiment, à part Ling Ling qui est une exception, c'est un phénomène assez courant. Et alors, À part les générations 1 et demi, comme on dit. oui, voilà, les générations qui sont nées en Chine et qui ont immigré quand ils étaient petits en France. Effectivement. Mais pour tous ceux d'origine chinoise qui sont nés en France, on est quand même une génération en France. Donc, moi, je me pose ces questions-là personnellement. Est-ce que la génération d'après, et est-ce que vous, si vous voulez des enfants, comment vous voyez la chose? Il y a notamment, est-ce qu'on va continuer la francisation des prénoms ou est-ce qu'il y a une volonté de retour à une identité pas chinoise, mais franco-chinoise, c'est-à-dire garder un nom euh, mixte? Est-ce que aujourd'hui aussi, on n'a pas le même vécu que nos parents qui ont immigré? Nous, on a une part indéniable de la France dans le sens où on se sent peut-être plus français dans notre parcours identitaire. Et comment est-ce qu'on fait pour partager les deux? Et puis aussi, une autre question, par exemple, que moi je me pose en tant que femme, c'est est-ce que mon enfant il pourra avoir mon nom de famille? Et sinon, est-ce que je lui donnerais un prénom chinois? Ou une autre alternative serait de garder un prénom français et de garder en deuxième prénom le nom chinois. En fait, toutes ces questions sur nous aujourd'hui et sur les futures générations qu'on est complètement légitime de se poser. Oui. 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 Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires. Je vois qu'Annie, elle nous dit que oui, effectivement, c'est pour que l'enfant s'intègre mieux dans la société. Mais il y a aussi souvent un prénom chinois pour la famille. Oui, c'est vrai. Thomas, lui, nous dit que son prénom chinois est son deuxième prénom sur la carte d'identité. Et est-ce que toi, par exemple, Thomas, tu t'es déjà dit, pour mes enfants, je vais faire la même chose? Ou je vais, au contraire, mettre le prénom chinois en premier? Je ne sais pas si Thomas peut répondre.
Ouais, je sais Ouais, pas. parce qu'il est en mouvement, je pense. Oui, oui, vous m'avez appelé, bah, je viens de parce que j'étais pas concentré. Quelle est la question? C'est par rapport à ce que j'ai écrit, c'est ça? Oui, c'est Désolé. bon. Non, Céline a lu ton commentaire et Céline donc te demande, bah, et toi, est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu voudrais faire pour tes enfants? La même chose que tes parents ont fait pour toi ou peut-être même le prénom chinois en premier? Tu voudrais faire? Alors c'est vrai que c'est une très bonne question. Déjà, je sais, enfin, c'est vrai que j'ai jamais demandé pourquoi est-ce que moi, mes prénoms ont été disposés comme ça. Après, moi, je trouve que c'est une assez bonne méthode au final, puisque, enfin, étant né en France, voilà, on grandit un peu dans les deux cultures, donc être représenté par un prénom chinois et un prénom français, je pense que ça a du sens. Mhm. Après, voilà, je suis de nationalité française, donc avoir mon prénom français d'abord, c'est pas un problème, mais de toute façon, voilà, j'ai bien un prénom chinois et qui est bien marqué sur mon passeport également. Donc, moi, ça me convient en tout cas, Mm. Et c'est vrai que ce genre de modèle. il y a, ouais. Voilà, C'est merci. vrai que dans les migrations asiatiques, on a vraiment cette volonté de francisation des prénoms, tandis que dans d'autres immigrations, on le ressent moins. Il y a des prénoms qui sont très connotés. Euh, Par exemple, Esther, qui va être très connoté juif. On va avoir Mohamed. Enfin, c'est vraiment plein de connotations. Moi, je sais que personnellement, je ne les connaissais pas tellement, ces connotations, avant de m'intéresser à ce sujet-là. Mm. Mhm. Oui, donc Alors, pour ajouter quelque chose, ouais, en fait, pourquoi est-ce que je m'appelle Thomas? Je crois que c'est simplement parce que c'est un prénom assez facile à prononcer et que ça termine en A, donc c'est assez facile à appeler en fait, enfin, si on a besoin de m'appeler. Moi, c'est ce qu'on m'avait expliqué. Ouais. pour le choix de ton prénom. Mais ouais, je pense que comment dire, ce critère de l'intégration qui est jugé plus facile, à mon avis, c'est le critère premier chez les parents chinois et au-delà asiatiques. Et comme l'a bien souligné Annie dans le chat, c'est vrai ce sont la plupart du temps, très souvent, quasiment dans tous les cas, hein, on va dire, quand la langue n'a pas été perdue, un prénom chinois en fait pour la personne et qui est après inscrit ou non comme deuxième prénom, comme pour Thomas, sur l'état civil. Après, comment dire, bah, moi personnellement, je sais que mes parents, en fait, ont choisi de franciser, d'adopter un prénom français pour eux-mêmes et pour leurs enfants quand ils ont obtenu la nationalité française. Oui, Euh, c'est vrai, c'est pareil pour nous. C'est ça, voilà. Donc là, c'était effectivement, ça rentre ça rentre dans la logique justement de l'intégration. On a obtenu la nationalité, on est officiellement français maintenant, donc c'est normal que nous-mêmes et nos enfants portent un nom français. Et en ajoutant donc le fait que les prénoms chinois, c'est souvent difficile à prononcer pour les Français, vu comment dire, la discordance entre la transcription et la prononciation. Donc ça rend les choses plus simples. Mm, mm. Et moi, c'est vrai que Thomas parlait du choix de Thomas pour ses parents. Moi, par contre, je sais que Laetitia, j'avoue que je ne sais pas pourquoi mes parents ont choisi Laetitia. Il faudrait que je leur demande parce que je sais que c'est un prénom qui est très difficile à prononcer pour les Chinois. Donc là, ils ont pas fait le choix de la facilité. Et après, je pense c'est intéressant en fait parce que c'est proprement culturel comme choix, parce qu'il y a d'une part enfin, moi, c'est ce que je ressens, on va dire, du côté de ma famille, et je pense que je ne suis pas la seule. Il y a d'une part la volonté d'intégration, donc que les enfants s'intègrent et n'aient pas de problème, de stigmatisation, etc. à l'école. Et de l'autre côté, il y a peut-être la tendance à penser que de toute façon, oui, il y a toujours le prénom chinois, et je sais que moi, pour mes parents, mon vrai prénom, mon prénom, c'est mon prénom chinois. Donc, même s'il est inscrit nulle part, moi, il n'est même pas inscrit sur ma pièce d'identité. Pour mes parents, je sais que c'est ça mon prénom. Donc, en fait, à partir du moment où c'est ce prénom-là chinois qu'ils m'ont donné, c'est mon véritable prénom, après, en fait, ils s'en fichent un peu.
que ce soit qu'ils soient inscrits ou non sur l'état civil. Et pourquoi est-ce que je disais que c'était comment dire, c'est une autre approche culturelle, parce que je me rappelle qu'une fois, ma mère me racontait qu'elle avait une connaissance donc d'origine, une dame d'origine d'Afrique du Nord, je ne sais plus quel pays du Maghreb, et qui lui avait posé la question, justement. Elle lui avait dit, mais pourquoi vous, les Chinois, vous avez toujours des prénoms français? Vous n'êtes pas français, etc., comme nous. Elle disait à ma mère, bah, nous, par exemple, maghrébins, on n'a pas le droit. Enfin, on peut pas le faire. On donne nos prénoms arabes, etc. On peut pas faire autrement. Et là, en fait, et ma mère lui expliquait que, bah, en vrai, pour elle, c'est plus simple et que, bah, il n'empêche qu'il y a toujours le prénom chinois, en fait, qui n'a pas été abandonné. Donc, c'est des perceptions culturelles différentes. C'est pas la même vision également de l'intégration, parce qu'il y a l'intégration, bah, ça passe par plein de biais différents. Le prénom en est une parmi d'autres. Donc, il y a du côté multiculturel, entre guillemets, dialogue multiculturel, il y a vraiment pas mal de questions à discuter. Je vois qu'il y a plein de... Oui, moi j'aimerais bien rebondir sur une histoire plus personnelle que Daniel et Cécile dont ils ont parlé. C'est en fait que en chinois aussi, on a dans la construction de nos noms, on va avoir le nom de famille, ensuite le prénom, et il s'avère que beaucoup de familles suivent dans le prénom un nom de génération. Et en fait, c'est un caractère commun à toutes les personnes de cette génération dans la famille. Et en fait, par exemple, moi, dans mon cas, le nom de génération, c'est Si. Et donc, mes parents voulaient préserver une similitude entre le nom de génération chinois et le prénom français adapté. Et donc, du coup, on va avoir... moi, je m'appelle Céline, ma petite sœur Cécile. Et mes parents nous ont expliqué que si on était né garçon, on se serait appelé Simon, Sylvain, Cédric, pour que nous, non, vraiment avoir cette similitude. Alors, on a beaucoup d'autres commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues dans le chat. Donc, si vous voulez en discuter de vive voix, allez-y. Donc, par exemple, François qui nous dit que son prénom est assez difficile à prononcer, mais qui pense que parce que nos parents chinois avaient une connaissance limitée des prénoms, ils vont choisir un prénom classique français et moins original. Donc, c'est ce que François dit. Et Émilie aussi qui nous disait qu'elle aussi, c'était par facilité de prononciation que ses parents l'avaient appelée Émilie. Eh bien, écoutez, je pense que nous avons... Ouais. Ouais, je pense que tout le monde a... Ben, en fait, on va vous remercier de votre présence cet après-midi, d'avoir participé à notre webinaire. On espère que c'était intéressant et que vous avez pas forcément appris des choses, mais qu'on s'est posé des questions qui vous ont interpellé et que peut-être vous avez posé des questions à vos parents et réfléchir à comment vous allez appeler vos enfants et quel est le lien avec le parcours migratoire et identitaire. On serait très intéressé d'avoir vos retours et de savoir ce que vous avez pensé, si vous avez d'autres témoignages que vous n'avez pas pu cette fois-ci donner, de nous les partager. On sera très heureux de vous lire. Et Je sais pas pardon, oui. Non, excuse-moi, pardon. Et oui, non, je voulais vous dire qu'on a pas mal d'événements qui vont arriver. Le pôle conférence débat se transforme en pôle culture et on va justement organiser plus de webinaires sur des thématiques comme celle-ci. Donc, si vous avez des idées, des propositions, nous, on est toujours preneurs et on serait très content d'avoir votre retour. Donc, merci beaucoup d'avoir bloqué un samedi neigeux pour nous. Et à très bientôt, du coup. Oui, merci. Et on va vous partager les ressources dont on a parlé tout à l'heure.
et que je ne sais plus qui, pardon, avait demandé en parlant d'une bibliographie. Ouais. Ouais, c'est vrai que je suis en train de lire le commentaire de Hailey qui me disait donc que je trouve bien aussi pour conclure. Donc elle, son témoignage personnel, elle nous explique que ses filles ont toutes les deux un double prénom, donc un peu comme Thomas tout à l'heure, et que pour elle, donc on vit en France, il faut aimer la culture française et transmettre également la culture chinoise aux prochaines générations. Mm. Super, Ouais. parfait. Très bien, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Oui, continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et à très bientôt. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Merci Céline. Ciao. Merci Letty. Bisous, bisous. À bientôt. Ciao.